18h-19h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. On ce mercredi 27 février dans votre émission de Time Sport, comme chaque jour de 18h à 19h. Chères auditrices, chers auditeurs de Beurre, ce soir toujours plus à l'affût des dernières infos sport. Restez branchés tout au long de cette émission avec le 01 53 48 3000 et le hashtag TimeSport. Au menu de cette émission, Ricardo et Bordeaux, c'est terminé. On poursuivra avec le Soleil espagnol et Juan José Dorado de la partie ce soir où le FC Barcelone se rendra à Madrid avec sa colonie française en la personne de Samuel Umtiti. Avec la victoire et après aussi la victoire hier soir du côté du Parc des Princes du Paris Saint-Germain contre Dijon, on s'attardera sur ce groupe qui paraît vivre de bons moments. Il y aura aussi notre Gaël Monfils avec Raphaël Devolvé et la page tennis dans cette émission, sans oublier le futur du stade des Canaries. Un petit clin d'œil à Florian Bizet. Gogo, Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner, il y aura Myriam Ben Salah, mais sans oublier aussi Mamadou Lamine Mané. Comment ça va, Mamadou ? Très bien, et toi ? Et le soleil est avec moi. Je voulais ramener comme d'habitude, chose promise, chose due. Salut Bilal. Ouais, on a une ambiance espagnole, hein, la plaine ibérique est forte présente ce soir. Forte présente ce soir dans ce studio en la personne de Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José ? Buenas tardes, Bilal. Buenas tardes a todos. Et aussi pour la première fois, on a Raphaël Devolvé avec nous. Comment ça va, Raphaël ? Bonsoir, Bilou. Première fois dans les studios de Beurre FM. C'est ça. C'est pas la première fois qu'on se voit, toi et moi. Non, je sais bien. Comment je sais ça bien. va depuis Et le temps ? ouais, ça fait très longtemps, Raphaël. Ça va bien ? Ouais, ça va très très bien. Ça, les auditrices et les auditeurs doivent le savoir. Tu es un grand spécialiste de sport et aussi. Mamadou, il se tire un peu à la couverture sur lui. Moi, je reviens du Maroc. Et comment ça, c'est moi qui ramène le soleil ? Il débarque fraîchement du Allez, Maroc. on a la moitié d'un soleil. C'est une co-construction, on l'a ramené tous les deux. Pas faux, pas faux. Allez, on commence cette émission avec la Ligue 1 Conforama. Time Sport, le ras-le-bol. Ricardo et Bordeaux, c'est terminé. L'expérience aura duré un peu moins de 5 mois. Ricardo a été démis de ses fonctions de manager général des Girondins de Bordeaux. Il en a été informé mardi après-midi. La nomination de Ricardo n'aura rien relancé à une équipe non seulement très éloignée de ses ambitions, mais aussi d'une tristesse infinie dans le jeu. Vers quel horizon l'Américain, le propriétaire Joe Dagrosa, souhaite-t-il conduire le bateau bordelais ? Mamadou, on t'écoute. Mais écoute, je me pose la question parce que 5 mois, sachant que Ricardo n'était pas forcément un choix logique, faire revenir un entraîneur qui a déjà expérimenté sur le sol bordelais avec plus ou moins de réussite. Du réchauffé, quoi. Ouais, c'est du réchauffé, donc c'est toujours un peu compliqué. On s'est demandé si c'était pas la solution de facilité parce que justement on n'avait personne sous la main, et c'est ce que ça laisse entendre aujourd'hui quand on voit qu'au bout de 5 mois, on se sépare de Ricardo. Se demander aujourd'hui où le club se projette, franchement, j'ai l'impression qu'il navigue un peu à vue. On se posait ces mêmes questions quand avec le précédent propriétaire qui était Nicolas Taverneau avec le groupe M6. Pas d'engagement, un engagement à moitié, on veut pas mettre d'argent, on veut pas mettre d'argent sur le marché des transferts. J'espère qu'on n'est pas reparti sur un même cycle parce qu'on attendait beaucoup de cet investisseur américain, emmener de la structure, emmener de l'argent et remettre les Bordelais au niveau où on les a connus, à savoir un club important du championnat de France. On se pose beaucoup de questions. Et là, je pense que Bordeaux va rentrer dans une zone de turbulence parce qu'au niveau du jeu, c'est pas ça. On risque il y a une désaffection du public et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Raphaël, on t'écoute concernant ces Bordelais. Bon, je crois qu'il faut se rappeler des conditions dans lesquelles Ricardo Gomez est arrivé. Cet été, c'était même presque à la rentrée à la tête des Girondins de Bordeaux. Ils avaient longtemps pensé à Thierry Henry, le rachat du groupe par le groupe M6 vers le groupe américain d'aujourd'hui s'était fait laborieusement. Donc quand ça va pas en coulisses, ça peut pas aller sur le terrain. Et j'ai même envie de dire, ça fait un petit bout de temps que Bordeaux n'a plus rien produit. Ouais. Bordeaux, champion de France 2009 ou 2010, je me rappelle. Et 2009, avant l'Olympique de Marseille. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui. Ça, je parlerai pas des Marseillais ce soir. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Raphaël fait le lien, mais depuis ce titre-là, c'est un peu néant. C'est un peu le grand vide. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est énorme. Le club se cherche, même les supporters aussi. Taverneau qui n'a jamais su trouver vraiment le cap qu'il voulait donner, l'impulsion qu'il voulait donner, les investissements qui doivent suivre. De fait, ouais, j'ai des chants de supporters bordelais qui me reviennent à la tête. Il y a 5 ans, on se fait. Aïe. Concernant les Bordelais, le limogeage de Ricardo pour toi. Alors, est-ce que c'est pas fait un peu trop tôt ? Je pose la question parce qu'aujourd'hui,
on regarde le classement, Bordeaux est 13e, d'accord? C'est médiocre pour une équipe comme Bordeaux, mais il est quand même à 12 points du premier relégable. Est-ce que Bordeaux n'a pas la capacité avec Ricardo, n'avait pas la capacité avec Ricardo de continuer et peut-être effectivement redresser la barre à 12 points du premier relégable, et je crois qu'il y avait encore de la marge pour Ricardo, d'autant plus que 5 mois, c'est pas forcément suffisant pour pouvoir mettre en place une équipe qui effectivement déjà naviguait à vue depuis un certain nombre de semaines. Donc peut-être un peu trop tôt pour Ricardo, il n'a pas eu le temps effectivement de bien travailler. 5 mois, c'est quand même court, sachant qu'il y a au milieu aussi la trêve hivernale qui est passée par là. Justement, avec le recul, que peut-on penser du choix de Ricardo comme manager général? Myriam, qui nous a rejoint. Comment ça va, Myriam? Très bien, merci. Oui, si tu peux, voilà, parfait, Myriam. Justement, Ricardo, pour toi, les choix, comparé à d'autres? On n'a pas laissé le temps d'exercer son Ouais. travail entièrement. Et puis, je tiens à signaler qu'on avait déjà traité de cette thématique dans l'émission en novembre dernier, Ouais. où justement on disait qu'on laissait peu de crédit aux entraîneurs en France. Et puis, On est revenu sur ça justement hier. Avec les entraîneurs, peut-être fallait rechanger, fallait avoir du renouveau concernant les entraîneurs en Ligue 1 Conforama. je trouve que c'est une démarche assez simple. C'est Ouais. simpliste de dirigeants de taper tout de suite sur l'entraîneur, alors que c'est un problème plus profond. Généralement, c'est les joueurs qui font pas bloc pour l'entraîneur, et dès qu'on dit que l'entraîneur va sauter, encore plus il se fait du groupe. Donc je sais pas, je trouve que c'est un peu embêtant, c'est une problématique plus profonde que l'entraîneur, hein. C'est une gestion de groupe, une gestion d'hommes. La gestion du groupe, peut-être la gestion en elle-même du club qui est Bordeaux. Peut-être, en même temps, Bordeaux, à la base, voulait Poyet comme entraîneur. Donc peut-être qu'il reviendra comme Jardim à Monaco, hein. C'est à la mode, c'est à la mode. Un aller-retour. Moi, je rigole raison, plus c'est à parce la que mode. Myriam, quand elle prédit des choses, ça se passe à chaque fois. Moi, j'en rigole pas, vraiment, Myriam, parce qu'elle est très très forte. Raphaël, réaction. L'ère Ricardo 1 ressemblait à autre chose à l'époque. Ouais. Je me rappelle aussi. C'est pas faux. Oui, mais tout n'est pas de virer un entraîneur. Non, C'est de alors, savoir ce qu'on propose derrière. Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que ce n'est pas parce que vous verrez quelqu'un que ça va s'améliorer. Donc il faut quand même avoir un projet ou au moins avoir les idées claires. Et apparemment à Bordeaux, aujourd'hui, ils n'ont pas très clair les idées. Ce rachat du club a quand même été laborieux, tout par-delà. C'est le cas de le dire, effectivement. Ça traînait un petit peu en longueur et se dire, et on aurait pu penser qu'effectivement tout ce temps pris pour faire cette passation-là a été mis à contribution pour préparer quelque chose. Mais là, on a l'impression qu'on avance un petit peu à courte vue. On n'a même pas de vision à moyen terme. Alors peut-être que les faits me contrediront, mais virer un entraîneur aussitôt dans la saison, il n'y a rien de catastrophique. On lui demande quand même de repartir, de remettre les choses à plat. Donc on peut lui laisser un peu de temps pour arriver. On le disait, Juan José, oui. Bien sûr. Donc je trouve que c'est un peu délicat. Alors, on va avec ces clubs ces clubs américains, non, mais avec des présidents, avec des propriétaires américains. Raphaël, tu en penses quoi à travers ce championnat de football en France? Rome ne s'est pas construite en un jour. Rappelez-vous, les Marseille Qataris, aussi. quand ils sont arrivés au PSG, ils font mais deuxième c'était- place. Ils sont battus par Montpellier. C'est vrai. Bon, on a la jurisprudence de la première division française, c'est comme ça. En France, c'est pas comme l'Angleterre, c'est pas pareil. Il faut prendre ses marques. C'est pas le même football qu'ailleurs. Hein. En Angleterre, on a l'habitude de voir des nouveaux propriétaires un peu comme ça tous les ans qui arrivent et tout de suite il y a des preuves. Faux. Est-ce qu'il n'y a pas un temps d'acclimatation nécessaire à la Ligue 1? Peut-être. Je ne Myriam, suis pas footballogue. on t'écoute. Footballogue. Moi, je trouve qu'il est assez étonnant dans Alors. cette histoire avec Ricardo, c'est que la direction du club a licencié, a remis de ses fonctions l'entraîneur, sachant qu'ils n'ont pas encore de nom à donner pour la suite. Et ça, je trouve que c'est embêtant pour la suite de la saison. Parce que comment on peut faire qu'une équipe devienne un grand club ou se pérennise tout au long de la saison, sachant qu'on n'a pas d'entraîneur ou de manager général? Ouais, ça peut poser problème peut-être, Mamadou. C'est toujours cette histoire de plan B. Enfin, quand on prend une décision, on tranche, mais il faut avoir derrière la solution. Et apparemment là, on n'a pas encore eu de communication à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je me dis, j'espère que. Si, pardon, je t'ai coupé. Il y a Alors, Myriam. David de Grossa, oui. Pardon, qui a expliqué à l'équipe hier que justement ils auront un entraîneur dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, c'est un début de réponse. N'est-il pas mieux d'avoir cet entraîneur-là sous la main et ensuite procéder au licenciement? Et là, tu dis, voilà, j'élimine tel parce qu'il y a B qui arrive derrière. Mais là, le problème, c'est que
éliminer le premier en disant qu'il y en a un qui arrive. Et on fait quoi pendant toute cette période de transition? C'est un peu délicat quand même. Ouais, c'est incroyable. Sachant qu'Éric Bédoué fait encore l'intérim. Oui, et il va partir. Oui, il faut préciser que Bédoué fait l'intérim, mais en sachant qu'il va partir. Donc c'est un peu quand ça même. poserait problème. Même l'intérimaire, et on sait qu'il est intermittent du spectacle, donc c'est un peu compliqué. Juan José, on t'écoute. Je ne sais pas comment ça se passe exactement en France. Vous savez qu'en Espagne, quand on vire un entraîneur et on nomme un nouveau, de façon intérimaire, il ne peut rester que 15 jours. De façon intérimaire. Au bout des 15 jours, ou vous le faisiez entraîneur officiel et donc il devient entraîneur officiel, ou bien vous mettez quelqu'un d'autre. Il faut 15 jours. Ça, c'est contractuel. Ça, c'est contractuel, c'est les règlements de la Ligue espagnole. Donc, au bout des 15 jours, il vous faut un entraîneur. Vous ne pouvez pas rester. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec le Real et Solari. Il allait rester que 15 jours et au bout de compte, il est resté un peu plus que ça. Mais le fait de virer quelqu'un sans savoir un entraîneur derrière, c'est très américain. Ce n'est peut-être pas le cas du côté des Marseille, qui ont gardé quand même Rudy. Peut-être qu'ils n'avaient pas des remplaçants et donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Mais c'est un peu le système américain où effectivement, dès que ça ne va pas, je te mets à la porte et point c'est fini. C'est fini. Et c'est là où effectivement, il y a un manque d'adaptation, pas à la Ligue 1, mais au football européen. Je pense en quelque sorte, parce qu'il y a une grosse différence entre la Ligue anglaise et les autres ligues, et notamment les ligues françaises, c'est que quand vous investissez dans un club anglais, c'est du business, vous allez gagner de l'argent, vous savez où mettez votre argent. Quand vous venez en France, que ce soit des Chinois, que ce soit des Américains, que ce soit d'autres nationalités un peu bizarres, parfois, ils ne savent pas du tout. Ils savent pas du tout. Tu peux l'enchaîner. Ils ne connaissent pas. Déjà parce qu'il n'y a pas. Les clubs français ne sont pas forcément tous bénéficiaires. Du côté de l'Angleterre, vous savez où mettez votre argent. Et donc, vous faites des bénéfices très rapidement. Donc, il faut savoir ce que vous faites. D'ailleurs, la fonction de manager général, c'est très anglais, ça aussi. Pas faux. Et là, voilà, on a vu que ça ne fonctionnait pas forcément en France. Est-ce qu'il ne va pas falloir revoir également la stratégie Le nouveau propriétaire n'a-t-il pas mis la charrue avant les bœufs en mettant d'abord l'accent sur l'aspect marketing plus que l'aspect sportif, quoi? Non, c'est la question. Oui, non, mais on attendait effectivement une colonne vertébrale sportive pour pouvoir relancer le projet sportif des Girondins. Et je crois que 15 jours ou 3 semaines où on offrait la possibilité par un jeu, alors c'est un détail, mais ça donne quand même, c'est un marqueur, on donnait la possibilité à des fans, à des supporters de passer une nuit dans le stade. Bon, on est parti vraiment sur une logique marketing. À la rigueur, je juge pas. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Mais là, on est plus sur un volet communication. À savoir, c'est bien sûr, on veut faire du rapprochement avec les supporters, faire du lien avec les supporters, ce qui est très important dans un club. Mais quand on met l'accent plus là-dessus, alors qu'on s'attache pas au fond, qui est le sportif, c'est le sportif qui gère tout le reste, ça laisse quand même à penser la vision avec laquelle les Américains sont arrivés. De toute façon, on n'avait pas de surprise, on sait pourquoi ils sont là. C'est un investissement. Ils sont là sur une vue financière. Donc voilà, c'est un peu l'écueil, ou en tout cas aujourd'hui l'écueil auquel sont confrontés. On termine avec Juan José concernant Bordeaux. Vous faites venir un entraîneur et vous avez un projet sportif derrière, vous sortez votre chéquier. Ça se passe en Angleterre, vous faites venir Guardiola et vous lui dites tu veux qui et peu importe ce que ça coûte. Ça a été le cas pour Mourinho quand il est allé à Manchester. C'est le cas pour tous les grands clubs. C'est comme ça. Vous faites venir un grand entraîneur et vous mettez les moyens derrière. Sinon, vous ne pouvez pas jouer avec les plus grands, ça rien, sinon Mamadou. Ayant juste un bon entraîneur et peut-être pas 12 tocards, mais des joueurs qui ne sont pas au niveau. Donc il faut un chéquier derrière. Ouais. Et justement, on va voir que des grands clubs tels que le Barcelone ou Madrid ont des gros chéquiers derrière. Et eux font plaisir à leurs supporters comparé à d'autres clubs français ou même d'ailleurs, quoi. Alors en route pour Madrid. Time Sport. Le FC Barcelone jouera justement le Real Madrid avec sa colonie française ce soir avec Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Ousmane Dembélé mercredi pour ce choc du Classico sur le fameux terrain de Santiago Bernabéu à 20h45 précise. Ernesto Valverde doit prendre le risque de faire jouer le défenseur central français qui revient juste de blessure avec toutes les séances qui attendent cette équipe Blaugrana. Juan José, on t'écoute concernant ce fameux match en Coupe du Roi. À savoir qu'ils se rencontreront aussi ce week-end en Liga.
Voilà, c'est un Espagnol. match très particulier déjà parce que c'est la demi-finale de la Coupe du Roi, donc celui qui perd est éliminé, donc il n'aura pas l'un des titres qu'ils espèrent avoir dans leur vitrine à la fin de la saison. Mais ensuite, quelques jours après, samedi prochain, effectivement, il y a le match retour, de deuxième tour de la Liga espagnole, où le Real aurait l'opportunité de revenir un peu plus près du Barça. Actuellement, ils sont à 9 points. Ils auraient donc la possibilité de revenir à 6 points. Donc, c'est un match extrêmement important pour les deux équipes, aussi bien celui-là que celui de samedi prochain. Par rapport à celui-là et au cas Umtiti, alors, il n'est pas encore sûr qu'il puisse jouer. Effectivement, il revient de blessure. Il faut rappeler tout simplement que ça soit Piqué ou que ça soit Clément Lenglet, et notamment Clément Lenglet, qui est celui qui remplace Umtiti pour l'instant, a fait quand même des très beaux matchs au milieu de la défense. Et pas mal. De Barcelone. Et puis il y a le retour d'Ousmane Dembélé, effectivement, qui sera en attaque aussi. Et vous parliez de la colonie française. Il y a juste un nom que vous n'avez pas cité, mais qui sera là aussi, peut-être pas sur le terrain, c'est Eric Abidal, parce que vous savez, il a quand même un poste important du côté de Barcelone, en attendant le jeune Todibo qui va arriver cet été, qui est à Toulouse et qui va arriver cet été pour renforcer justement l'axe de la défense de Barcelone. Donc c'est un match capital pour les deux équipes, parce que c'est encore une fois la demi-finale de la Coupe du Roi, mais surtout c'est un match qui prépare celui des samedis prochains, qui est aussi capital notamment pour le Real Madrid. Donc aujourd'hui, peut-être pas de tergiversation, on va mettre tout sur le terrain, parce qu'effectivement il faut gagner aujourd'hui, parce qu'il faut aussi prendre le dessus par rapport au match prochain. Et là, Barcelone a quand même une chance. On l'a vu ce week-end face à Séville. Ils sont avec Messi et Suarez capables de tout faire, même si en face, vous avez deux joueurs qui s'appellent Varane et Benzema, et notamment Benzema, qui est en forme et qui marque beaucoup. On reviendra justement sur ce fameux match qui opposera le Real Madrid au FC Barcelone, de suite après la première page de pub. Sans oublier le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, les consultantes et les consultants de ce soir. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM avec vos consultantes et consultants de ce soir, Myriam Ben Salah, Raphaël Devolvé, Juan José Dorado et Lamine Mané avec nous ce soir. Toujours en live, comme je le disais, jusqu'à 19h. Le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et on parlait de ce fameux match en Coupe du Roi en Espagne entre le Real Madrid et le Barcelone. Myriam, on t'écoute justement après Juan José Dorado ce soir. Moi, je vois plutôt le Barça dominer ces deux confrontations. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que je trouve qu'ils sont largement en tête déjà en championnat. Ils dominent avec 57 points, alors que le Real est troisième avec 38 points, si je ne me trompe pas. Ils sont à 9 points. Oui, Ils sont à 9 donc, points, oui. déjà, il y a une suprématie au niveau du championnat. Et puis, en Coupe du Roi, quand même, le Barça a quand même gagné 30 fois la Coupe du Roi. Donc, c'est contre 19 pour le Real. Donc, pour moi, je donne avantage à l'équipe de Messi. Et vas-y, je te sors les Elle en a beaucoup de ça. C'est du par cœur. C'est important. C'est important Ça pour permet Myriam. de connaître l'histoire. À quelle C'est- physionomie. Et puis l'un Messi et l'autre n'a pas Ronaldo. Voilà. Non, mais Pas faux. Myriam a Benzema est rappelé toujours là. Alors, Raphaël. avec exactitude l'écart qu'il y a au classement, et je voulais te poser la question, Juanito. Ah, Juanito. Est-ce que la pression, elle n'est pas un peu plus sur le Real Madrid, Ah qui oui, a le je plus besoin de gagner cette Coupe du Roi cette année? Est-ce que c'est le Real ou est-ce que c'est le Barça Non, la pression- aujourd'hui? La pression est sur le Real. D'abord parce que Ouais. s'ils sont éliminés, ils sont éliminés chez eux, donc au Santiago Bernabéu, et ça fait quand même mal. Et puis, s'ils sont éliminés, et ils vont retrouver ce même Barça 3 jours après. Et psychologiquement, c'est pas la meilleure des façons de préparer ces matchs, sachant que s'ils sont à 9 points et le Real venait à perdre, ça serait à 12 points à ce moment-là. Donc, ça serait effectivement très très compliqué pour le Real et pour Solari. On retrouvera-t-on justement la même intensité ce soir, en sachant que ce week-end, un autre classico, ce samedi à 20h45 aussi, du côté du Bernabéu. Ouais. Et cet embouteillage dans le calendrier, Raphaël. ça va pas faire mal aux deux équipes aussi pour la Ligue des Champions qui va arriver la semaine d'après? Ah ouais, là le planning pour les deux équipes, Non, mais le calendrier plutôt. Lyon, les classicos, c'est toujours des matchs. Lyon applaudit actuellement. C'est sûr. Ouais, ils sont C'est sûr. Non, mais- Ouais, c'est Non, non. vrai. Ouais, non, mais tu vois, il y a une telle intensité dans ces matchs-là. C'est des machines de guerre, attendez. Ah ouais. Le Real, le Barça, Mais quand même. c'est pas- Alors, ce qu'il faut espérer, Les blessures, certes c'est danger, Myriam. Mais Myriam a raison, ils Oui, mais sont c'est- préparés. Bah Ils oui, sont préparés voilà. pour jouer ce genre de. Ce qu'il faut souhaiter pour Ouais. l'une Ouais, et mais t'en as l'une ou trop l'autre de enchaîné, l'équipe, là. c'est qu'il n'y ait pas de blessés.
c'est qu'il n'y ait pas de surcharge et de problèmes musculaires par rapport à ça. Parce que de toute façon, ils sont préparés. Et on arrive le mois de mars, février-mars, c'est le mois où on prépare les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc les joueurs sont physiquement préparés pour rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là. Mais sauf que là, pour ces deux équipes-là, c'est fait quand même un sacré embouteillage. Parce que Juan José l'a dit tout à l'heure, la Coupe du Roi, c'est un objectif. Il faut mettre toujours un trophée supplémentaire dans la vitrine. Donc, et la Coupe du Roi, elle est importante. Traditionnellement, c'est une coupe qui est très importante en Espagne. Ouais. Et le nombre de fois où le Barcelone a remporté. Il y a peut-être un problème additionnel pour ces deux équipes, c'est que cette saison, ils n'ont pas la même profondeur de banc Peut-être. qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, effectivement, Gareth Bale est toujours sur le banc, il peut rentrer, mais il n'est pas si performant comme il a été par le passé. On sait que du côté de Barcelone, Coutinho est plutôt mal en point, il n'arrive pas à s'adapter au jeu de Barcelone. Parfois il est titulaire, parfois il reste sur le banc de touche. Donc la profondeur des bancs n'est pas du tout la même. Cela dit, effectivement, Myriam avait raison, c'est des machines de guerre. Ils sont préparés justement pour arriver en pleine forme à ce moment de la saison. Ouais, c'est des matchs compliqués qui vont s'enchaîner. Il y a l'Ajax pour le Real, il y a Lyon pour Barcelone, mais ça me fait pas peur pour eux d'ici 2 semaines. Ça fait pas peur. En tout cas, notre graphiste qui est Sokaina, avec son papa qui nous écoute ce soir, mais sans oublier Jouba qui me dit ça serait bien, Bilal, que le Barça se fatigue et même que des joueurs se blessent. Ça sera bien pour les Lyonnais. On le sait que c'est un supporter lyonnais. C'est sûr. On termine justement sur la Coupe du Roi avec toi, Myriam. Je pense que vous oubliez quelque chose, c'est que la Ligue des Champions, ou la Coupe du Roi, mais surtout la Ligue des Champions, ça galvanise les joueurs. Michel Platini disait à la finale de la Coupe du Monde 2010 que les joueurs étaient prêts à se donner à 100% pour une finale de Ligue des Champions, alors qu'il y a la Coupe du Monde qui se joue juste après. Ça veut tout dire. Si Platini dit ça, c'est que dans l'inconscient collectif, les joueurs sont prêts à tout même fatigués pour gagner la Ligue des Champions. Donc la Coupe du Roi, c'est juste un petit entraînement avant le match. Un encas, l'apéritif. Voilà, c'est tout. L'apéritif. Ouais, c'est comme Mamadou, il danse, tu sais, quand il y a les joueurs qui commencent à rentrer sur les terrains, la fameuse hymne de la Champions League. C'est pour ça qu'il fait beau aujourd'hui. Merci, c'est ça. Même Raphaël aussi. S'imagine être dans le 11 type, quoi. Bon, bref. Moi, j'ai envie de jouer au prono. Donc, Mariam, tu t'es mouillé. Non, t'inquiète pas, en fin d'émission, on va voir. Tu as dit ça, j'aurais bien retenu. Vends pas la mèche, Raphaël. Non, je sais pas. Moi, je vois le Real gagner ce soir. Après Madrid, alors on revient dans la capitale française du côté du Parc des Princes. Time Sport, la victoire. Qu'est-ce qu'on joue? Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Dijon 3-0 hier soir en quart de finale de la Coupe de France, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a mis en avant le mérite de ses joueurs et l'état d'esprit de son groupe, la sérénité avec laquelle l'effectif du PSG gère ces dernières semaines justement est-elle de bon augure pour le sprint final. Et aussi ce sprint final pour cette fameuse édition de la Champions League 2018-2019. Raphaël, on t'écoute. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour que ce soit pas de bonus? Moi je sais pas. Kylian n'est pas rentré. Le gamin de Bondy n'est pas rentré. Ils ont mis en 3 matchs, 10 buts en 3 matchs. Di Maria, très fort hier soir. Très Une fort. profondeur de banc pour le coup, Juanito. Mais alors là, en veux-tu, en voilà. Juanito, faudrait avoir peur. Non, mais déjà, peut-être, j'étais stupéfait, moi, par la solidité de la prestation du Paris Saint-Germain il y a 3 semaines maintenant, 2 semaines en Ligue des Champions. Old Trafford. Oui, face à. Ouais. Pardon, je suis très imprécis, pardon. Mais j'étais déjà stupéfait. Ils avaient quand même Cavani, Neymar en moins. Non, là, ils sont prêts pour le sprint final, pour répondre à ta question, à ton interrogation en tout cas. Ouais. Pour la Coupe de France, pour la Coupe de France, ok. Pour le championnat, ok aussi. Et pour la Champions League, c'est ce qui intéresse les supporters parisiens. Ouais. Réponse au quart. Mais déjà franchir les 8e pour le PSG, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais le PSG veut remporter cette coupe aux grandes oreilles. T'es bien loin des objectifs. Non, mais bien sûr. Tu me parles d'un banc de touche assez incroyable. Mais qu'est-ce qui peut se passer derrière? Là, tu vois, ils ont un nœud au ventre, les mecs. Ils seraient sur 2 éliminations 8e en Ligue des Champions. C'est ça. C'est grave. Mamadou. Dans le timing, on est bien. On s'est quasiment arraché tous les cheveux ici. Enfin, tous, les supporters parisiens. Moi, le premier, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Quand on a vu Verratti de retour, donc qui était un peu sur 3 pattes, on se demandait comment il allait jouer. Neymar qui était blessé, Cavani qui enchaîne derrière. Franchement, on se dit, on rentre dans le tunnel. Mais malgré ça, et c'est ce qui fait qu'effectivement, que ta question, elle est pertinente dans le sens où ce regain de cette sérénité-là, elle est due au fait que, malgré le fait qu'on n'ait pas ces joueurs majeurs au top de leur forme, Paris arrive à dérouler depuis. Alors certes, tu l'as précisé, c'est la Coupe de France. Certes, c'est encore le championnat. Mais la Champions League, la fenêtre de tir qui s'ouvre, en tout cas sur le Champions League, en sachant que
Manchester est quand même décimé en ayant 4 voire 6 joueurs qui seront sur le carreau, dont Paul Pogba qui ne jouera pas. Paris avance sereinement et va laisser revenir tout tranquillement Cavani et Neymar. Donc je pense que pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Oui. Juan Trocé. Écoutez, on va préciser les choses. Vous parlez des Dijon. Cette équipe-là qui est 20e du championnat français, qui est à 48 points du PSG, qui a marqué 57 buts en moins que le PSG. Et vous avez un entraîneur qui vous dit la solidité de mon équipe. Attendez, mais vous attendiez quoi? Voilà la dynamique. Voilà la dynamique. Selon Raphaël. Non, on a connu le PSG dans des périodes qui n'étaient pas capables de gérer la pression par rapport à Dijon. On a vu des matchs, des avant-matchs de Ligue des Champions où PSG tâtonne contre Caen. Moi, je les ai encore en tête. Donc le fait qu'ils fassent le travail, c'est le minimum, t'as raison. Oui, mais au moins ils le font. Faut pas non plus exagérer. On n'exagère pas. Voilà. La victoire contre Manchester les a libérés. D'accord, c'est incroyable. Et là, vous parlez. On attendra le match de retour, Raphaël. C'est des gens. Il n'a pas la tête, peut-être. On aura des problèmes avec les supporters dijonnais. Les gens, on le respecte. Et on nous écoute même du côté de Dijon. Il faut souligner qu'en Coupe de France, c'est quand même souvent les petites équipes qui créent des exploits. Et il ne faut pas l'oublier. Comme France. Pas forcément. Alcorcon. Forcément. 2011. 2011, même avant, je crois. Avant, non, mais il n'était pas en finale. La dernière équipe des 12e division, c'était Castilla dans les années 90. Alcorcon avait sorti le Real Madrid. Oui. Le premier, mais il n'est pas allé en finale. 2009. Non, mais bon, il a 4-0 Real Madrid. Excuse-moi, je crois que Myriam elle a un match en point de mire. Non, parce que monsieur a dit que c'est qu'en France, alors qu'en Coupe du Roi, alors il y a eu Mallorca qui a gagné une fois le titre, le club Ciclista, on est corné, Arenas de Getxo, Deportivo La Coronne 2 fois, Séville 2 fois. Mais c'est pas bon là, tu as préparé tes fiches en fonction des résultats. On la laisse terminer, Le dernière équipe des 12e division qui a gagné, je crois que jamais. D'ailleurs, la Coupe du Roi en Espagne. Oui, mais ça prouve que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, c'est possible. Dijon aurait pu créer l'exploit s'il n'y avait pas un Angel Di Maria aussi fort hier, ni un super Buffon, mais il faut les respecter et puis c'est plutôt sympa. Bien sûr qu'il faut les respecter, mais il faut raison garder par rapport au statut des deux équipes. En même temps, si le PSG perd contre Dijon, le descend. Voilà, c'est exactement ça. Donc il faut relever la performance. Est-ce qu'on peut il n'a pas le droit de perdre. Le PSG a perdu contre Guingamp, lanterne rouge du championnat. Et on a vu un petit peu comment ils se sont fait étrier. À ce moment-là, ils ont pris le match par-dessus la jambe. Ils n'ont pas respecté les Guingampais et autres. La transcendance pour les petites équipes françaises, elle vient en coupe justement. Non, mais bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de cette patte Tuchel? Ouais, Raphaël. On en parle. Le Kaiser allemand. Non, vraiment. Clairement, voilà. Il est pour quelque chose. Pour le coup, là, pour le coup, le projet est en marche. Non. En tout cas, sportivement, on sent la différence. On a eu Unai l'année dernière. Pas pareil qu'Unai. Ah non, là, on sent quand même il a fait rentrer ce qu'on peut appeler un peu plus d'affect dans le vestiaire. Et il a une relation qui galvanise plus les joueurs, qui les met en état de confiance. Donc ça, en tout cas, il a emmené cette patte-là. Et on a vu que tactiquement... Et même Di Maria le disait aussi. Et tactiquement, il est capable de changer de schéma 2, 3 fois, 4 fois ou dans un match. Et ça, je pense que le PSG en tout cas a gagné là-dessus. Et de faire oublier le manque d'enjeu des matchs. Surtout, il a été capable de faire accepter le changement de schéma. Je me rappelle, Unai Emery avait essayé de changer le système et ça n'a pas marché parce que les joueurs ne voulaient pas. Ils n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas du tout adhéré. Et puis c'est vrai qu'il était beaucoup plus froid dans son approche personnelle avec les joueurs. Et Tuchel, à ce niveau-là, effectivement, a battu... Unai Emery qui par ailleurs apparemment n'est pas si mauvais puisqu'Arsenal l'a repris et ça se passe pas si mal que ça en première ligue. Tout à fait. Après c'est une question de contexte, il y en a d'autres là qui il n'avait pas l'appui de la direction du PSG. Je pense qu'il n'avait pas trop. Il était un navigueur un peu à vue. C'est un problème. C'est un gros problème. Mbappé, pas rentré. Peur de se blesser peut-être. Je pense que là il est un peu échaudé. Il n'y a pas de risque et puis ça permet de. Il y a des jeunes qui sont sur le banc de touche. On parle de profondeur. À un moment donné, il faut les faire jouer. Si tu fais pas jouer les jeunes, là sur un match de Coupe de France où a priori ça passe. Tu vas pas reprendre le risque de faire jouer Mbappé qui quand même s'il est solide, les kilomètres il les a avalés ces derniers temps. Donc il faut le faire souffler un petit peu. Et puis l'important n'est pas là. Et puis si tu as une profondeur de banc, et à un moment donné il faut les talonner. Le but c'est de les faire jouer. Mariam. Je rejoins aussi Mado. C'est vrai que hier, avec l'absence de Mbappé, Neymar et Cavani, du coup Angel Di Maria s'est épanoui sur le terrain. Même si c'était que Dijon, quand même c'est bien de le voir. C'est quand même bien de le voir à ce niveau-là et d'être concluant à la conclusion de l'action de Draxler, je crois. Donc oui, c'est ça. Draxler, voilà. Donc non, c'est plutôt à souligner et puis en espérant qu'il fasse de même contre United.
On va terminer avec cette rencontre hier avec le Paris Saint-Germain et Dijon et on va passer, on va aller encore au soleil, Mamad, du côté de Dubaï. Time Sport. Le duel. Et oui, c'est le Français Gaël Monfils qui confirme sa forme du moment en éliminant le numéro 10 mondial, Marin Cilic, 6-3, 4-6, 6-0. Raphaël, mardi, au premier tour de l'ATP 500 de Dubaï. Oui, Myriam. Pour être à jour, il a battu aujourd'hui Bagdatis. Ah ouais, voilà. Et bien justement, on va en revenir. On va en revenir avec notre spécialiste. Ah ouais, mais avec Myriam, il faut être au taquet et c'est super, Myriam, de l'avoir avec nous. J'étais quand même surpris de pas t'entendre. Non, mais justement, mais j'allais enchaîner. Mais. Oui, mais c'est de Myriam, l'entraide oui, des je choses sais, mais ça te va. Ouais. Mais j'allais enchaîner, mais Myriam le fait. Mais ça te fait rien, Myriam. Non, mais alors, je pense qu'il faut laisser ça à Myriam, de toute façon. Myriam, pardon. On l'écoute, Raphaël, concernant la forme de ce joueur français, parce que c'est. D'habitude, on les cherche, ces joueurs. On les cherche, Raphaël, tu le sais très bien. On essaye de les former d'une autre façon avec la DTN. Si vous avez regardé le match contre Marcos Bagdatis aujourd'hui, bon, qui n'est pas le joueur non plus, le titan qu'il a pu être à une certaine époque. Il faut rappeler que c'est un joueur chypriote qui a fait une finale en Grand Chelem en 2005 à l'Open d'Australie, si je suis exact, ou 2006. Et bon, c'est un joueur qui est âgé maintenant, mais Gaël Monfils, il nous a habitués à louper ce genre de match, souvent en sortant d'une grosse performance, comme il a pu en produire une contre Marin Cilic, numéro 10 mondial, il faut le rappeler, à qui il inflige une bulle dans le dernier set. Est-ce qu'on a déjà vu Gaël Monfils aussi bien jouer de toute sa carrière ? C'est sinuosidal la carrière de Gaël Monfils. Il faut savoir que c'est un joueur bourré de talent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Gaël Monfils jouer en vrai. Tout ça. Même hier, on en reparlait. C'est un athlète. Hier. C'est un mec qui vous dégage, mais qui peut vous lâcher des coups droits à 120 km/h. Et je peux vous dire, quand indoor, ça fait un bruit. Non, mais c'est un joueur qui a des capacités énormes, mais qui a le défaut de ne pas beaucoup aimer travailler. On lui reproche souvent des petites nuits un peu longues, un peu blanches sur ça fait partie des aussi sites de poker. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Gaël Monfils ? Demi-finale à Sofia. Titre à Rotterdam. Oui, c'est le dernier en date. Ce joueur, quand il est bosseur, quand il met cette intensité comme il a mis aujourd'hui, comme il a mis l'autre jour avec Marin Cilic, c'est du lourd, c'est un gros client. Et il a plus de 30 ans aujourd'hui. Allez, réaction avec Myriam et on reviendra à toi. Un bon client, d'accord. Ouais. S'il gagne le tournoi de Dubaï, c'est plutôt bien. Mais on l'attend sur Roland Garros. Bah, évidemment. Ouais, mais comme chaque fois. Je vais même te dire, on va même l'attendre avant Roland Garros, puisqu'il y a les deux premiers Masters 1000 de la saison qui arrivent, Indian Wells et Miami, et là il va se frotter à des gros. Et ça, Gaël Monfils contre les gros, c'est vrai qu'il nous a toujours quasiment déçus, peut-être à part en 2008 à Roland Garros. Il va pas aller à Rome. On marque une pause, Juan Tressé. Rome et Monte Carlo par la suite. On marque une courte pause et on reviendra pour parler tennis avec les consultants télé, consultants de Time Sport, le 01 53 48 3000 pour nous appeler et même réagir avec le hashtag Time Sport. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Netman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, c'est Time Sport du lundi au vendredi avec l'équipe de ce soir, Myriam Bensala, Juan Tressé, Dorado, Mamadou Lamine Mané, sans oublier Raphaël Devolvé. Allez, un petit clin d'œil à Maya aussi, que vous pourrez rencontrer sur l'antenne de Beurre FM dans l'émission Time Sport d'ici la semaine prochaine. Voilà, ça au moins c'est fait. Une magnifique personne. Nous, on parlait de Dubaï, de l'ATP 500 avec toi, Raphaël. On va revenir aussi sur... après, on était sur le Gaël Monfils. Un petit mot, on aura sur Roger Federer qui vient de terminer son match. Écoute, je voulais rebondir sur ce que... Pardon, ce que disait Myriam juste avant la pub, donc elle parlait, elle se projette déjà sur Roland Garros et c'est bien normal, c'est le prochain Grand Chelem et c'est là qu'on va attendre Gaël Monfils. D'autant que la terre battue, c'est une surface sur laquelle il est plutôt à l'aise, le type, tu vois. Bon, il faut voir si d'ici Dubaï, d'ici Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rome, il y aura beaucoup de gros rendez-vous comme ça, il aura l'occasion de se frotter. C'est là où ça me fait peur. Mais pourquoi vous avez peur ? Parce qu'à chaque fois, on y croit. Il n'a pas arrêté de nous faire peur. Il est fait programmé pour gagner, pas pour avoir peur à la première compétition venue. Arrêtez. Ouais. À chaque fois, on croit en eux, mais on les voit pas. Moi, j'aimerais. C'est bien français, ça. Ouais, peut-être. Comme au début de la Coupe du Monde. Voilà. On n'y croyait pas. Et tu y croyais. Moi, j'y croyais depuis le début. C'est vrai. Dire, comme le PSG d'ailleurs. Je suis témoin. Elle était dure comme PSG, Myriam. Le PSG, on a les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Le PSG remportera-t-il la Ligue des Champions ? Vous pouvez faire le 01 53 48 3000. Elle espère. Attention, elle est
très dangereuse, Myriam, mon pronostic. Rien que pour faire plaisir à Nasser et Khalifi. Et pourquoi pas, on le fera plaisir à Nasser. Ouais. Alors, Juan José. Alors, Gaël Monfils, le problème avec Gaël Monfils, c'est qu'il nous a tellement déçus. Ouais. On aurait dû au début de sa carrière qu'il avait une grande carrière devant lui, et puis c'est une carrière en dents de scie. Il y a des trous d'air dans des matchs, dans des tournois. Il aurait dû faire beaucoup plus qu'il n'en a fait, et c'est maintenant effectivement à 32 ans. Qu'il vient de se qualifier, qu'il est encore au tournoi de Dubaï. On parlait de Roland Garros, on sait par le passé qu'il a dû déclarer forfait parce qu'il était blessé. Mais là, on va voir vraiment le niveau de Gaël Monfils cette saison. C'est quand il ira effectivement à Monte-Carlo et à Rome, des tournois des terres battues. C'est là où on verra quel est son niveau sur la terre battue à un mois et demi des Roland Garros. Donc qu'il aille faire des prouesses entre guillemets du côté des Dubaï, c'est très bien, mais on attend beaucoup plus de Gaël Monfils, surtout qu'il est en fin de carrière. Encore une fois, c'est quand même 32 ans. Alors battre Cilic, c'est très bien, mais peut-être qu'il aurait dû commencer à le faire il y a 10 ans et pas aujourd'hui. Raphaël. Mieux vaut tard que jamais. Il y a la jurisprudence Wawrinka. Tu vois, si Wawrinka passait si en 2014 il gagne pas cette Open d'Australie, si en 2015 il te gagne pas Roland Garros, si en 2016 il te gagne pas l'US Open, tout ça entre ses 31 et ses 33 ans, tu vas t'oublier Wawrinka, il passe aux oubliettes. Il est jamais trop tard, déjà. Gaël Monfils, effectivement, nous a régulièrement déçu toute sa carrière, même on peut le dire. Il y a une stat incroyable, je crois qu'il fait 21 finales pour que seulement 8 gagnés. Enfin, c'est souvent d'ailleurs quand il est bon, que c'est sur la dernière marche que ça bute. Ok, cool. Là, je vous dis, j'ai jamais vu ce joueur jouer comme ça, avec une intensité, un sérieux. Il a mis une bulle à Marin. On y croit. Ok, il l'a battu. Mais il l'a battu avec une bulle. Mettre 6-0 à un serveur comme Marin Cilic sur dur, c'est pas donné à tout le monde. Pas faux. Là, je te rejoins, Myriam. Non, vas-y, passe la parole. Non, justement. Après, je m'arrête Non, plus. mais- Non, mais je suis intéressant. d'accord, c'est très intéressant et pertinent. Le fait qu'on ne soit pas sur la même surface, là on parlait de Roland Garros, il y a des joueurs qui sont sur des surfaces, on va peut-être parler des Federer qui a battu difficilement Verdasco, alors qui est dans une surface qui est le plus favorable. Est-ce que effectivement pour un Gaël Monfils, même si c'est un homme qu'on a dit souvent que c'est un joueur des terres battues, peut-être que effectivement il arrive peut-être trop tôt en forme dans la saison pour être performant dans 4 mois quoi. Si vous faites une finale à Dubaï, c'est déjà très bien. D'autant qu'il y a une autre bonne nouvelle pour Gaël Monfils, c'est que dans sa partie de tableau, la tête de série numéro 1, le japonais Nishikori, est sorti à la surprise générale contre le polonais Urkaz. Donc il y a peut-être un bel espace à prendre. En dessous, en bas de tableau, vous avez Roger Federer. Alors Roger, on ne sait pas. Alors Roger, il vous bat Verdasco en 3-7 difficilement cet après-midi. Il vous bat au premier tour Philippe Kohlschreiber en 3-7. Ça vous fait 2-7 concédés. Mais on ne peut pas savoir avec ces matchs-là. Vous savez pourquoi ? Parce que Kohlschreiber, c'est 14 matchs contre Federer, 14 défaites. Verdasco, ça doit être 13 matchs, 13 défaites. Donc Roger Federer, quand vous n'avez jamais réussi à gagner contre lui au tennis, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc Roger, j'attends de voir. Pour savoir quel est son niveau. On termine sur le tennis. Allez, avec un mot de Myriam. Moi, j'ai l'espoir que Vas-y. Federer soit cette année à Roland Garros et qu'en finale, on retrouve face à Gaël Monfils. Ça Faire la serait place. Pourquoi pas. Allez, ça serait sympa. Ouais, allez, on y croit. Ça veut dire Myriam. des bonnes choses. Allez, Rafael bien sûr, Nadal on reste pas la pessimiste. nuit dernière, attention. Oh, il va s'en finir en Allez, demi-finale. elle motive les troupes de Tam Sport, Myriam Ben Salah, et elle a bien raison. Il a son statut, là. La dernière rubrique de cette émission. Allez, on y va du côté de Nantes. Time Sport, le mode pressing. Et voilà, ça donne un peu le sourire à notre réalisateur, qui n'est autre que Florian Bizet. J'y connais toujours rien au foot. Hein. Oui, et on est à Nantes. Mais t'es quand même un peu nantais quand même. T'es un peu nantais quand même. Ouais, Voilà. je l'ai mis à la fin, tranquille, la cerise sur le gâteau. Mais voilà, bon, ça fait rien. Ça fait rien. La construction du Léo Park de Nantes est annulée, soupçonnée de fraude fiscale par le parquet national financier. Le président nantais devra trouver une nouvelle solution, Florian, c'est pas bien ça. Hein. afin de pouvoir construire le stade qu'il est le seul à attendre. En effet, les associations de supporters nantais ne cessent de crier leur mécontentement, Myriam, à l'égard de ce projet. Quelle raison éprouvante le président quitta tous les compteurs semblent être au rouge. Mamadou, Juan José. Bah, écoute, il va falloir croire qu'il y a un climat à Nantes quand on compte les zadistes qui se sont opposés à Notre-Dame-des-Landes, le climat encore délétère avec les supporters qui sont contre le projet de super parc avec un parc d'habitation un peu comme ce qui s'est fait à Lyon avec le parc OL.
on peut dire que le président Kita est dans de sales draps. Alors, quand je dis dans sales draps, non pas pour préjuger des affaires financières sur lesquelles il est soupçonné, mais plus ou moins il vit une saison qui est quand même assez particulière, parce qu'on ressort tout de suite, malheureusement, j'en reparle encore, du décès d'Emiliano Sala, qui a pu attrister tous les supporters et tous les fans de Nantes. Là, on vient y mettre sur ce millefeuille encore ces affaires financières sur lesquelles il est pris. Vient s'ajouter encore dessus ce Yellow Park qui est mis en balance. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir à Nantes. Et surtout, est-ce que le président Kita va être assez solide pour pouvoir faire face à tous ces problèmes qui arrivent en escadrille? Construire un nouveau stade est toujours important pour un club. Oui. On voit Nantes que peut-il si le faire, le foot peut-être ne se développe, et notamment un certain nombre, il y a quelques années, ne se développait pas en France, c'est parce que les stades appartenaient aux mairies, ça n'appartenait pas au club. Et quand vous avez un stade qui est propre, que vous pouvez gérer, que vous pouvez commercialiser, ça donne des ressources à l'équipe. Alors, on ne va pas présupposer ce qui va se passer dans le cas des affaires financières qui lui sont reprochées au président nantais, mais ça serait dommage que le projet n'avance pas, parce qu'en fait, ça va donner de la solidité financière à un club, et ça permet effectivement de pouvoir investir derrière avec des joueurs. On le voit aujourd'hui, tous les grands clubs sont propriétaires de leur stade et ils arrivent à les commercialiser. Il y a des projets pour agrandir le Camp Nou à nouveau, des nouveaux projets pour agrandir encore le Santiago Bernabéu du côté du Real Madrid, mais ça se passe aussi du côté de la Première Ligue. C'est un atout important pour tous les clubs. Donc j'espère qu'au-delà des affaires financières, effectivement, les grands clubs français vont pouvoir avoir leur stade. C'est dommage que d'ailleurs le PSG n'ait pas le sien. Ils ont essayé. Tu as même une dimension nationale avec le cas du Yellow Park. Parce que ce stade, il devait accueillir les matchs de foot des Jeux Olympiques de 2024. Oui, c'était prévu. C'était prévu. Ne l'oublions pas. Myriam. Oui, comme je rejoins Juan Dorado, c'est plutôt une bonne chose pour les clubs d'avoir un nouveau projet de stade. C'est plutôt un beau signe prospère, et surtout ça montre que le club veut évoluer, veut grandir. Mais en même temps, on a toujours cette petite réticence avant. Chaque stade, il y a toujours les non, les oui. C'est toujours un peu compliqué. Avant le basculement Gerland-Parc OL, c'était compliqué. Maintenant, on est content parce qu'il y a une histoire autour. Il faut toujours recréer une histoire autour d'un stade. Là, on a réussi à recréer une histoire autour du Parc OL avec. Sur les côtés du Parc OL, il y a ces murs des célébrités, ces plaques où on voit les noms des joueurs. Les noms des joueurs, oui. On peut acheter des concessions et avoir son nom à côté des grands joueurs. Donc c'est une histoire à recréer. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis convaincu qu'un jour, le FC Nantes aura aussi son nouveau stade. Un pronostic concernant le match de ce soir en Coupe du Roi avec le Barcelone qui se déplace à Madrid. Juan José. Alors, petite victoire pour le Real Madrid qui est qualifié mais qui va perdre samedi prochain. Ouais, Myriam. Victoire du Barça 2-0 avec but de Messi. Waouh. Mamadou. 2-1 pour le Barça. 2-1 pour le Barça. Raphaël. Victoire, qualification du Real Madrid, allez, je dis 2-1. 2-1. Avec un but de Gareth. Ok. On se retrouve. Avec un but de Gareth Bale pour après toi. la 70e. Et pourquoi pas. On se retrouve demain à partir de 18h, même heure, jusqu'à 19h sur l'antenne de Beurre FM. Et n'oubliez pas, juste après Time Sport, Mourad est en direct dans Café des Artistes, juste après l'émission avec un invité exceptionnel, Kenza Farah. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.